Chers amis, me voici donc au pied du mur. Je dois vous dire quel était le cahier des charges que j'ai donné aux constructeurs de machines il y a 10 ou 15 ans, quelles caractéristiques devrait posséder une machine à vitrectomie idéale et pour quelles raisons. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce qui nous est proposé à l'heure actuelle lorsque le but est seulement de répondre à nos besoins et non pas de se différencier des concurrents en proposant des choses de plus en plus compliquées, et ceci d'autant plus que la complexité accroît le risque de panne. De quoi a-t-on besoin? On a besoin à tout moment de contrôler de façon précise la quantité de fluide qui va rentrer dans la pièce à main de vitrectomie, de phaco ou de phaco par voie postérieure. De contrôler de façon précise la fréquence de coupe du vitréotome et l'efficience des ultrasons, et de contrôler à tout moment la puissance de la diathermie. On a besoin d'un système d'infusion de BSS pour compenser les liquides aspirés et maintenir la pression intraoculaire désirée, et d'un système d'injection et d'extraction de fluides comme le silicone. On a besoin d'un système d'éclairage peu toxique et, si possible, d'un laser et d'une cryo dont les commandes pourraient être gérées grâce à la même pédale pour éviter d'avoir à jouer sur plusieurs pédales tel un organiste. On a besoin enfin d'un système de contrôle informatique permettant de personnaliser des programmes pour chaque opérateur. Je crois que chacun de nous signerait ce cahier des charges sans restriction, mais voyons maintenant en détail, point par point, ce que cela signifie. Ça peut paraître une lapalissade de dire que la seule façon de contrôler de façon précise et linéaire la quantité de fluide qui entre dans la pièce à main est de faire appel à une pompe à contrôle du débit d'aspiration, c'est-à-dire une pompe volumétrique. La pompe volumétrique, en déplaçant une partie du volume interne de la tubulure d'aspiration en aval, va créer un espace virtuel qui sera rempli par le même volume de fluide en amont, quelle que soit sa viscosité, et c'est ainsi que la colonne de fluide va progresser. En expulsant 1 mm3 de fluide en aval, elle va aspirer automatiquement 1 mm3 de fluide en amont. Si vous choisissez à la pédale un débit d'aspiration de 2 cc minute, quelle que soit la viscosité du fluide aspiré, la colonne de fluide va avancer au rythme de 2 cc par minute de façon régulière et continue. Avec une pompe non volumétrique, comme la pompe Venturi, vous allez créer une dépression en aval au niveau de la partie distale de la tubulure, une pression plus basse que la pression atmosphérique. Cette dépression va augmenter le gradient de pression, c'est-à-dire la différence de pression entre la pompe et la pression intraoculaire, et va donc faire avancer la colonne de fluide, mais de façon non contrôlée et irrégulière. Pour un même vide, pour une même dépression sélectionnée à la pédale, il n'y aura pas la même quantité de fluide entrant dans la pièce à main, et ce débit d'aspiration va être d'autant plus imprévisible qu'il va dépendre de la viscosité des fluides au niveau de la pièce à main, mais aussi au niveau de toute la tubulure d'aspiration. Ceci est parfaitement démontré dans cette vidéo de Keith Warren où l'on voit 2 seringues contenant chacune 10 cc d'air, 10 cc d'eau et 10 cc de miel, c'est-à-dire au total 30 cc. Celle de gauche est connectée à une pompe Venturi réglée à moins 300 mm de mercure, celle de droite à une pompe péristaltique réglée à 15 cc minute, prévue donc pour pomper la seringue en 2 minutes. On voit bien les différences de comportement. Au début, les 2 pompes
vont aspirer le miel à peu près à la même vitesse en une quarantaine de secondes. Puis, à gauche, quand la pompe Venturi va passer dans l'eau, la vitesse d'aspiration s'accélère et devient incontrôlable dans l'air. À l'opposé, à droite, la pompe péristaltique va continuer à aspirer régulièrement à la même vitesse dans l'eau et même dans l'air, ce qui explique qu'elle soit si précieuse dans les échanges fluide-air et surtout air-fluide. Sur le plan pratique, qu'est-ce que ça change? Tout d'abord, pour la vitrectomie centrale, au début, lorsqu'on est loin de la rétine, l'opérateur travaillant en contrôle de débit va pouvoir utiliser des débits plus élevés, proches du débit d'infusion maximum, puisqu'il sait que même lorsqu'il se retrouvera dans le BSS, ce débit sera le même. Il n'augmentera pas et il ne dépassera jamais le débit d'infusion. En Venturi, si l'opérateur choisit un vide élevé, équivalent au vide auquel la machine volumétrique a fait appel pour obtenir ce haut débit, lorsqu'il passera du vitré au BSS, le débit atteindra des niveaux trop élevés. Et ce qui est bizarre, c'est que j'entends souvent l'inverse. Certains opérateurs commencent leur vitrectomie centrale en Venturi car ils pensent être plus efficaces. C'est qu'ils n'ont rien compris au réglage du contrôle du débit. Les pompes à contrôle du débit permettent d'aller plus vite car elles permettent d'utiliser des niveaux de vide qui seraient dangereux avec une Venturi et elles permettent même une montée en vide plus rapide qu'une pompe Venturi. Cela a été prouvé. Et c'est facile à comprendre. Si vous tirez sur le piston d'une seringue, qui est une pompe volumétrique parfaite, vous allez entraîner immédiatement un vide élevé, beaucoup plus rapidement que ne le fait un vaporisateur en soufflant sur le tuyau. Lorsqu'il a fait cette vitrectomie centrale et qu'il se rapproche du vitré périphérique, l'opérateur utilisant un contrôle du débit va diminuer son débit pour lui permettre de contrôler le vitré qui rentrera dans sa pièce à main de façon lente, régulière et continue. Il peut choisir par exemple un débit de 4 cc minutes et pourra couper de façon lente ou rapide. C'est lui qui décidera. Il ne risque pas de mauvaises surprises. Qu'il soit dans le BSS ou dans le vitré, la vitesse du fluide qui rentrera dans sa pièce à main sera la même à 4 cc minutes. C'est lui qui la contrôlera. S'il travaille en Venturi, pour avoir le même débit de 4 cc minutes dans le BSS, il faudra qu'il ne dépasse pas moins 40 mm de mercure en 23 gauge et moins 90 mm de mercure en 25 gauge. Or, il ne travaillera jamais avec ces niveaux de vide. Pourquoi? Parce que lorsqu'il aura attiré le vitré dans son vitréotome, les frictions feront descendre le débit à moins de 1 cc minute et il trouvera qu'il n'est pas suffisamment efficace. Il choisira alors un débit de moins 200 ou moins 250 pour avoir dans le vitré un débit suffisamment acceptable. Mais alors, lorsqu'il repassera dans le BSS, ce débit sera trop important, de l'ordre de 8 à 11 cc minutes, qui attirera le vitré de façon incontrôlable. Car il faut comprendre, mes amis, que c'est le BSS que l'on aspire qui fait venir le vitré dans la bouche du vitréotome. Et c'est très exactement cet accident qui m'est arrivé et que j'ai montré dans le chapitre précédent, lorsque, en 1/3 de seconde, j'ai mordu la rétine. Dans ces conditions, avec une Venturi, la pièce à main devient alors dangereuse, car elle ne permet pas de contrôler la progression du vitré, comme avec la pompe volumétrique. L'opérateur ne peut pas choisir sa fréquence de coupe, il sera obligé d'opter pour une fréquence rapide, même si cela va à l'encontre de tous ces gestes de la vie courante. Car la coupe rapide n'est rien d'autre qu'une façon de diminuer la dangerosité de la pièce à main. Par contre, elle a des inconvénients que l'on verra par la suite.
C'est terrible d'avoir peur de sa pièce à main, car c'est son outil et ça doit être son ami. Elle est là pour nous aider à travailler comme on le désire, pas pour créer des dégâts ou nous imposer des comportements. Une fois qu'il aura fait ça, l'opérateur va s'attaquer au travail le plus précis pour enlever la hyaloïde postérieure adhérente et les dernières petites adhérences vitriennes au niveau de la base du vitré. S'il utilise une machine à contrôle de débit, il va sélectionner à la pédale des débits de l'ordre de 1/2 cc, 1 cc ou 1 cc et demi pour pouvoir engager sans risque la hyaloïde postérieure pour faire un peeling ou pour engager au niveau de la base les petites adhérences vitriennes avant de les couper au ras de la rétine. Si à ce moment-là, on mesure la pression au niveau de la pompe, on verra que cette pression est positive, c'est-à-dire une pression supérieure à la pression atmosphérique. Comment expliquer cela? En fait, la simple pression intraoculaire crée un gradient de pression responsable d'un débit naturel qui ferait s'écouler le BSS à l'extrémité de la tubulure d'aspiration si on sortait la tubulure de la pompe. La pompe volumétrique va donc ralentir ce débit de sortie en laissant passer moins de BSS que le générerait la pression oculaire. C'est comme un barrage qui laisse passer moins d'eau que le débit d'une rivière. Si l'on mesure la pression exercée par l'eau au niveau des vannes de sortie, la pression est très positive. Là, c'est pareil. Et c'est pourquoi ce travail n'est pas possible avec une pompe Venturi, car par définition, une pompe Venturi ne peut qu'exercer une dépression inférieure à la pression atmosphérique. Elle ne peut qu'augmenter le gradient de pression entre l'œil et l'atmosphère. Et on ne peut pas travailler en pression positive avec une pompe Venturi. En moins de 3 gauges, il sera impossible de travailler en pompe Venturi à moins de 3 cc minutes. Et si l'on veut faire le même travail précis, on fera des accidents. Et c'est pourquoi, là encore, l'opérateur n'aura pas d'autre choix que de travailler en coupe rapide. Un opérateur travaillant en contrôle de débit peut décider de faire un peeling et, s'il n'y arrive pas, peut alors faire un shaving, même si ça protège moins le malade de la PVR post-op. Mais un opérateur en Venturi ne peut faire qu'un shaving, car il subit la dangerosité de la machine qui l'oblige à travailler en coupe rapide, qui l'oblige donc à adopter une conduite particulière. Ceci est d'ailleurs démontré dans le IVRS Hard History, où une étude de correspondance multiple a pu individualiser 2 groupes de comportements d'opérateurs selon qu'ils utilisaient une machine équipée d'une pompe Venturi ou une machine volumétrique. Les utilisateurs de Venturi utilisent préférentiellement une coupe rapide, installent plus de cerclage sur 360 degrés car ils laissent plus de vitrée antérieure et injectent plus de silicone en prévention du plus grand risque de PVR post-op. Alors, pourquoi pas? On a le droit d'être un peu plus agressif. Cela ne serait pas grave si ces comportements imposés par la dangerosité de la pompe Venturi ne se soldaient pas, en fin de compte, par 3 fois plus d'yeux perdus. Et ça, c'est indiscutable et hautement significatif. P égale 0,006. Et l'on ne parle pas de yeux où l'on n'a pas pu enlever le silicone. Alors, les choses sont simples. Il faut opter pour une machine équipée d'une pompe volumétrique. Alors, quelle pompe volumétrique choisir? Une pompe à piston, une pompe à membrane, une pompe à rotor excentrique, une pompe péristaltique. Il y a différents types de pompes.
Si je devais conseiller pour un type de pompe, je choisirais celle qui présente le moins de risques de panne. L'avantage de la pompe péristaltique, c'est qu'elle est extrêmement fiable. Un simple moteur rotatif, comme un moteur d'essuie-glace, permet de faire tourner les rouleaux et le tour est joué. Ça ne tombe jamais en panne un moteur d'essuie-glace. La seule précaution que l'on doit prendre est de mettre suffisamment de rouleaux, ou mieux encore de les placer en opposition de phase, de façon à ne pas avoir le caractère pulsatile des pompes péristaltiques des années 80. Le deuxième avantage, c'est qu'un moteur comme cela peut tenir dans 1 cm3. Et on peut donc placer très facilement, on peut imaginer placer très facilement un moteur comme celui-ci dans la pièce à main elle-même, ce qui aurait deux avantages. D'une part, la pièce à main, enfin la pompe, serait toujours à hauteur de l'œil du malade, augmentant ainsi la fiabilité de son action. Et d'autre part, il n'y aurait en amont de la pompe que la partie métallique indéformable de la pièce à main. Il n'y aurait donc pas de force de compliance liée à l'élasticité de la tubulure ou aux microbulles. Si le moteur faisait tourner les rouleaux de 1/4 de tour, soit en avant, soit en arrière, la répercussion fluidique au niveau de la porte du vitréotome sera en prise directe, sera excessivement précise. Le troisième avantage de la pompe péristaltique, c'est qu'on comprend tous comment ça marche, puisqu'on a dans le ventre le même système de pompe au niveau des intestins et qu'on imagine très facilement les catastrophes qu'une tourista entraînerait si une pompe Venturi remplaçait notre pompe péristaltique. Et passons maintenant au contrôle de la fréquence de coupe. Mais avant tout, voyons comment se fait la coupe du vitré. Le problème est que le vitré n'est pas un fluide newtonien comme l'eau, le BSS, le miel ou l'huile. Si vous exercez une dépression, même minuscule, sur un fluide newtonien, il va se déplacer. Là, ce n'est pas pareil. Le vitré est un fluide non newtonien, dont les propriétés fibrillaires, cohésives et élastiques ne lui permettent de se déplacer qu'en se déformant. On se rend bien compte de cette composante cohésive et élastique lorsqu'on doit gérer une issue de vitré. Le vitré ne va venir dans la porte du vitréotome que si la force qui l'attire et le déforme est supérieure à la force de rappel liée à son élasticité et sa mémoire de forme. Si cette force est inférieure à la force de rappel, le vitré ne bougera pas. Voyons cela plus en détail en prenant un exemple très pratique. Vous plongez un vitréotome dans du vitré après avoir placé votre infusion de BSS. La porte du vitréotome est au contact du vitré. Vous exercez une aspiration. Les fibres vitréennes en face de la porte vont être aspirées par la dépression. Elles vont se déformer, rentrer dans la porte et entraîner leurs voisines juste derrière elles du fait de leur cohésion. Lorsque le couteau tranche ces fibres, les voisines ou les voisines des voisines vont revenir en arrière du fait de leur élasticité. Le petit espace virtuel correspondant aux fibres aspirées et coupées se remplit de BSS. Si l'on exclut la force de gravité, parce que là, ça deviendrait un peu trop compliqué. Si le vitréotome ne bouge pas, lors de l'ouverture suivante de la porte, c'est le débit de BSS attiré par la dépression qui entraînera les fibres voisines dans la porte. Pour que cela ait le temps de se produire, il faut donc que la porte soit ouverte pendant un temps suffisamment long pour permettre à la dépression d'attirer le BSS puis le vitré. Quelles conséquences pratiques cela va-t-il avoir sur la fréquence de coupe? Après avoir fini la vitrectomie centrale et la moyenne périphérie, vous voulez couper du vitré adhérent en sectionnant au ras de la rétine décollée. Vous êtes donc dans le BSS
et vous voulez engager la bride vitréenne dans la porte du vitréotome pour la couper à 1 ou 2 dixièmes de millimètre de la rétine. Vous devez donc, pour cela, générer un débit d'aspiration du BSS dont la force d'attraction va être juste supérieure à la force de rappel de la bride vitréenne. Cette force de rappel ne va pas être la même dans tous les cas. Si le liquide sous-rétinien est visqueux, comme c'est le cas dans un décollement ancien, il va ventouser la rétine et la rétine exercera une force de rappel additionnelle qui s'ajoutera à celle de la bride vitréenne. Et vous aurez peut-être besoin d'un débit de 2 cc minutes. Si le liquide sous-rétinien c'est du BSS comme c'est le cas dans une déchirure géante, il vous faudra peut-être un débit de l'ordre de 1,5 cc minutes. Ce débit d'aspiration, juste supérieur à la force de rappel globale de la bride, ne peut donc s'apprécier qu'empiriquement au cas par cas. Il vous faudra augmenter progressivement le débit en partant de très bas pour d'abord horizontaliser la bride, puis la faire rentrer dans la porte avant de la couper à l'endroit désiré, comme on fait quand on coupe un fil de suture au ras d'un nœud. Cela existe un certain temps et nécessite soit une coupe au coup par coup, soit une fréquence de coupe de l'ordre de 1 coup à la seconde, voire 1 coup toutes les 2 secondes. Donc ça, c'est la fréquence minimale que nous avons besoin. Pour ce qui est de la fréquence maximale, quelle fréquence maximale a-t-on besoin? Alors là, on rentre dans un chapitre où je ne vais pas me faire que des amis. Depuis une dizaine d'années, par une sorte d'hystérie collective, les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour proposer une fréquence de coupe de plus en plus élevée. Ça peut se comprendre de la part des fabricants de machines équipées de pompes Venturi, car la coupe rapide en diminue la dangerosité, mais cette folie a également contaminé les fabricants de machines équipées de pompes volumétriques. Et là, ça dépasse l'entendement. Voici ce que je présentais déjà il y a plus de 20 ans. Ici, je coupe à 600 coups minutes. La rétine bouge car le vitré adhérent à la rétine a le temps de venir dans le vitréotome. Maintenant, je coupe à 1800 coups minutes et là, miracle, la rétine ne bouge plus, donnant l'illusion à l'opérateur d'une vitrectomie très sûre. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi très incomplète. Si l'on passe une aiguille au ras de cette rétine, on va accrocher tout le cortex vitréen adhérent qui n'aura pas été aspiré durant cette high-speed vitrectomie. Par contre, une aspiration douce à bas débit d'aspiration, sans coupe, va décoller ce cortex. La haute fréquence de coupe fait une vitrectomie très sûre, mais très incomplète, car elle ne fait que sectionner les extrémités des fibres. Il n'y a pas de secret. Si l'on veut enlever plus de vitré au ras de la rétine, il faut d'abord le faire venir par une coupe lente et donc faire bouger la rétine. Pour éviter alors de couper la rétine, il faut contrôler le débit d'aspiration. Et là, c'était seulement 1800 coups minutes, c'est-à-dire 30 Hz. Ce qui veut dire qu'entre deux coupes, il y avait 3 centièmes de seconde pour permettre au BSS de transporter le vitré en le déformant. Alors imaginez ce qui se passe à 9000 coups minutes. C'est vrai que le vitré adhérent à la rétine ne venant pas dans la porte, la rétine ne bouge pas et donne l'impression au chirurgien qu'il est excessivement habile. Mais le but d'une machine n'est pas de flatter l'ego du chirurgien, c'est de lui permettre d'enlever tout le vitré.
Qu'est-ce qui se passe quand la fréquence est supérieure à 2 à 3000 coups minute? En 2 centièmes de seconde, le PSS n'a pas le temps d'attirer le vitré et la seule chose qui rentre dans le vitréotome, c'est le BSS. Cela a été montré de façon très claire par Philippe Koch avec une caméra à haute vitesse. Il se forme autour de la porte du vitréotome, quand on coupe à coupe rapide, une poche de BSS et le vitré autour de cette poche ne bouge pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Venturi, à haute fréquence de coupe, les constructeurs vous disent que le débit augmente, car on n'aspire que du BSS, sans aucune force de friction. On le voit bien ici sur cet exemple où en 23 gauges, à 8000 coups minute, la pompe reste en pression positive entre plus 20 et plus 30 mm de mercure. Tout simplement parce que l'on n'aspire pas de vitré. Du reste, la preuve peut être donnée sur cet exemple où, tant que je coupe à haute vitesse, le vitré hémorragique au niveau de la base du vitré ne vient pas dans la porte du vitréotome. Et dès que la fréquence baisse, il s'y précipite. À haute vitesse, la seule façon d'aspirer du vitré est de plonger la porte du vitréotome au milieu du vitré, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si l'on bouge, la pièce à main va créer une espèce de raie dans le vitré de la largeur de la bouche du vitréotome. J'ai éprouvé la même sensation lorsque j'ai essayé conjointement avec Susanne Binder en Autriche, il y a une vingtaine d'années, un vitréotome dont la coupe était effectuée par un laser holmium produit par la compagnie Wavelight. J'avais eu l'impression d'être dans une pièce remplie de fumée et d'avoir un sabre laser comme dans Star Wars qui n'enlevait en fait qu'un petit vermicelle de fumée à son extrémité et j'avais beau l'agiter, rien ou presque rien ne bougeait. Ici, la surface de la porte fait 1/10 de millimètre, voire moins d'1/10 de millimètre et on doit enlever 4000 mm3. Vous imaginez le boulot. En y mettant le temps, on peut y arriver, mais quel manque d'efficacité. La dernière chose que je critiquerai est ce système où le couteau, en descendant, ne ferme pas la porte du vitréotome. Il s'agit d'une lame qui coupe sur les deux côtés, suffisamment étroite pour dégager derrière elle un espace aspirant lorsqu'elle arrive en fin de course. Le but de ce système est double. Premièrement, comme la lame coupe à l'aller et au retour, cela permet de doubler la fréquence de coupe. C'est un doubleur de fréquence. Deuxièmement, la porte étant toujours ouverte, on augmente le temps d'aspiration et peut-être aussi légèrement le débit maximum d'aspiration. Ce système est proposé par les Américains, mais aussi par Dork, qui, bien qu'ayant une très bonne pompe volumétrique, veut participer à cette course à qui aura la plus rapide. Bon. Le problème, c'est que ce type de coupe modifie la dynamique du vitré. Je m'explique. Lorsque le débit de BSS a attiré et déformé le vitré pour l'amener dans la porte, au moment où le couteau va couper les fibres, des fibres mitoyennes vont être aspirées par la porte supérieure en arrière du couteau. Et lorsque ces fibres mitoyennes vont être coupées à la remontée de la lame, la porte inférieure sera à nouveau ouverte et active. Le vitré n'aura donc pas le temps de repartir en arrière sous l'effet de son élasticité. Tout se passera comme peut le faire deux mains tirant chacune son tour sur un élastique sans laisser cet élastique repartir en arrière. C'est dangereux car une coupe rapide peut amener la rétine jusque dans la porte en 1/10 de seconde. En voici un exemple où, bien que coupant à 4000 coups minute,
avec un débit de 3 cc minutes et un vide autour de 10 mm de mercure, donc des paramètres excessivement sécurisants faisant que normalement la rétine ne peut pas bouger, le système TDC m'entraîne une morsure rétinienne. Évitant donc ces systèmes. On n'a pas besoin de doubler la fréquence puisque le maximum de fréquence utile en contrôle de débit sera de l'ordre de 2000 ou 2500 coups minute. Donc, pour résumer ce chapitre, la machine idéale doit nous permettre de contrôler le débit d'aspiration de 0 à 15 cc minutes avec une spéciale précision entre 0 et 2 cc minutes. La fréquence de coupe de 0 à 2000 ou 2500 coups minutes avec une spéciale précision en basse fréquence permettant une fréquence de 1 coup à la seconde ou 1 coup toutes les 2 secondes. Voilà, nous verrons dans le chapitre suivant les autres caractéristiques que doit offrir une machine à vitrectomie idéale.